Bonjour à chacun pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on prend le temps avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Alors, nos auditeurs te connaissent déjà, ceux qui nous suivent depuis le début, puisque tu étais intervenu lors de notre soirée où nous avions analysé les propositions en matière d'écologie et d'environnement des candidats au présidentiel. Et tu nous reviens aujourd'hui, et puis dans les semaines qui viennent, sur quelques sujets que on souhaitait aborder ensemble. Et en tout cas, sur lesquels je t'ai sollicité. Euh, Justement, cet été, je vous ai sollicité, avec d'autres d'Arocha, pour venir discuter avec Samuel Furfari euh, sur l'origine du réchauffement climatique. Nous connaissons bien sûr le positionnement d'Arocha, et puis nous avions avec Samuel un positionnement différent. Pourquoi avoir refusé? Alors, la raison pour laquelle je fais pas de débat avec des personnes qui nient la réalité physique du réchauffement climatique d'origine humaine, c'est tout simplement parce que je ne suis pas spécialiste du climat, c'est-à-dire que je ne suis pas scientifique du climat. Euh, Samuel Furfari, d'ailleurs, non plus. Il a des compétences en matière d'énergie, hein, d'études de l'utilisation des énergies. D'ailleurs, il y a des choses qu'il dit qui sont dans ce domaine tout à fait pertinentes. Mhm, Mais il n'est pas spécialiste du climat. Et en ce qui concerne le climat, il y a pas de débat scientifique autour du climat. Il y en a eu, mais c'est plus le cas. De la même façon que je dirais, pour prendre un exemple que tout le monde va comprendre, il y a pas de débat aujourd'hui sur le fait que si on fume, on augmente le risque de cancer du poumon. Et par exemple, si quelqu'un m'invitait à venir discuter de la dangerosité du tabac, je répondrais par la négative parce que je mhm, ne suis pas médecin spécialiste du tabac et il y a un consensus qui est assez clairement établi parmi les médecins sur la dangerosité du tabac, qui fait que pour moi, l'heure n'est plus à discuter sans fin de la dangerosité ou pas du tabac, mais plutôt d'agir pour inciter les gens à réduire l'utilisation de leurs cigarettes, enfin, mhm. lutter contre le tabagisme, on va dire. Voilà. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est pas euh, pertinent de discuter de ces sujets avec quelqu'un qui nie le consensus scientifique et qui veut continuer à discuter de ces sujets qui sont bien tranchés par la science. Je Ouais. pense qu'un des dangers aussi de justement discuter de ces sujets un peu toujours pour remettre en cause ce que les scientifiques disent depuis presque 200 ans maintenant, c'est que ça continue, et il y a pas mal d'études qui le montrent, que ça continue en fait semer le doute en fait dans l'esprit des gens qui continuent du coup à entendre des gens qui ont un doctorat, c'est le cas de Samuel Furfari par exemple, dans un domaine qui n'est pas la climatologie, mais qui ont un certain bagage scientifique, universitaire, et et bien sûr Samuel Furfari n'est pas le seul à se positionner de cette façon-là, il y a d'autres scientifiques aussi, mais du coup ça donne une espèce de crédibilité en fait à ce discours qui remet en cause les faits scientifiques. Et donc, je pense que c'est contre-productif parce que ça juste continue à nourrir l'idée qu'il y a une controverse, qu'il y a un sujet qui mérite d'être débattu, puisqu'il y a des idées qui sont différentes l'une de l'autre. Et encore une fois, pour reprendre le sujet du tabac, bah, il n'y a plus de discussion réelle sur le sujet du tabac. Si je Mhm. prends, ça ne veut pas dire que sur le sujet du tabac, il ne peut pas y avoir des gens qui vont continuer à nier la dangerosité du tabac. C'est un petit peu beaucoup de discours climato-sceptiques aujourd'hui fonctionnent sur. Je vais prendre un exemple. Je pense que tout le monde connaît Jeanne Calment, par exemple, hein, qui est la doyenne de l'humanité. Enfin, elle est décédée maintenant. C'est une femme française qui a vécu presque 120 ans ou qui a peut-être même dépassé les 120 ans, je ne sais plus. Euh, D'ailleurs, c'est un âge biblique, n'est-ce pas? Puisque dans la Bible, justement, il est dit que l'homme ne dépassera pas 120 ans.
Voilà, Jeanne Calment s'en est approchée ou a touché les 120 ans, mais n'a pas dépassé. Et c'est intéressant de savoir que Jeanne Calment, elle fumait jusqu'à la fin de sa vie. Elle a fumé un petit peu. Et certains disent, bah, voyez, ça prouve que le tabac n'est pas dangereux, parce que Jeanne Calment fumait jusqu'à la fin de sa vie. Effectivement, apparemment, moi je la connais évidemment pas personnellement, mais effectivement, apparemment, elle fumait une cigarette ou deux de temps en temps. Voilà. Et pour autant, est-ce que on peut dire que la cigarette n'est pas dangereuse à la santé? Eh bien, non. Voilà. Et donc, beaucoup des raisonnements, de, des débats autour de, entre guillemets, la question de est-ce que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique actuel, c'est un peu ce genre d'argument. C'est-à-dire, c'est des arguments qui peuvent paraître sensés quand on regarde à première vue, quand on n'est pas scientifique, mais en réalité qui ne tiennent pas la route quand on regarde et quand on y connaît un petit peu quelque chose. Hmm. Mais du coup, est-ce que tu irais aussi loin que, mais par exemple, cette proposition de loi que nous avons eue en France qui visait à interdire l'accès aux médias à des personnes qui, comme Samuel ou d'autres, ont ce regard plus nuancé sur les origines possibles du réchauffement climatique, ou qui, comme d'autres, le rejettent totalement. Mhm. Euh, Est-ce que la liberté de la presse se termine là où commence la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, d'une part, je n'ai pas connaissance de ce projet de loi C'est vrai? dont je ne doute pas que c'est possible qu'il y ait eu des projets de ce type. Il y a des projets, je ne sais pas, il faudrait savoir de qui ça émane, etc. Ah ben ça a émané de députés de la majorité, il me semble, de mémoire. D'accord. Mais c'est pas allé au Euh, bout, si j'ai bien compris. ok. On est sur une question qui se pose dans d'autres contextes. Par exemple, est-il légitime d'interdire, par exemple, dans le domaine de l'esclavage, par exemple, le fait de nier la souffrance des esclaves? Si je ne me trompe pas, je n'ai pas étudié ça de façon très détaillée, mais il y a une loi, la loi Taubira, qui a été votée, je pense, autour de 2000-2001, qui punit d'emprisonnement quelqu'un qui va nier la réalité des souffrances des esclaves dans les siècles passés, par exemple. Je ne connais pas les détails très précis de cette loi, où il y a aussi des lois similaires sur... euh, là encore, je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudrait que je cherche plus précisément, mais je crois qu'il y a aussi des lois concernant ce qu'on peut dire ou pas, concernant par exemple la négation des crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah par exemple. Mhm, Voilà. Et donc, pour moi, euh, on est un peu dans cette question on est face à quelque chose, un phénomène, donc le réchauffement climatique, qui va avoir un impact très important sur le futur de nos enfants, sur notre futur à nous. Je suis donc moi j'habite dans le sud de la France pour donner un exemple très précis. On est obligé là de travailler en urgence pour essayer de trouver des solutions parce on est obligé de s'adapter au réchauffement climatique et au fait il y a moins d'eau qui est tombée. Il y a eu une sécheresse très importante les 2 dernières années. Donc on est obligé de s'adapter, etc. Ça a un impact très, très, alors, c'est pas que le réchauffement climatique, hein, il y a aussi l'utilisation de l'eau. Comme souvent, les choses sont assez compliquées. Il n'y a pas qu'un seul facteur. Mais en tout cas, euh, donc le réchauffement climatique, c'est un phénomène d'origine humaine qui aujourd'hui a des conséquences très importantes, déjà pour nous, mais aussi et principalement pour les plus pauvres, notamment dans les pays du Sud, les pays d'Afrique, pays ou d'Asie, etc., où des tas de personnes se retrouvent, du fait du réchauffement climatique, dans une situation où ils perdent des récoltes. Souvent, c'est des populations qui n'ont pas de moyens de se protéger par une assurance, par exemple, contre les mauvaises récoltes, contre la pauvreté, etc. Et souvent, d'ailleurs, c'est des personnes souvent qui vont être, du coup, qui peuvent, à cause d'une mauvaise récolte, perdre leur terre, se retrouver chassés de chez eux et après, ils vont soit dans des villes, soit même ils se retrouvent éventuellement comme migrants en Europe. Donc, c'est pour dire que c'est un phénomène qui cause déjà aujourd'hui des dizaines de centaines de milliers de morts.
qui a un impact grandissant sur les populations et aussi qui va avoir un impact très, très important pour les jeunes générations. Et il y a beaucoup de colère parmi ceux qui sont déjà impactés directement ou ceux qui anticipent qu'ils vont être impactés directement par ce réchauffement climatique, contre ceux qui continuent à nier, contre toute évidence scientifique et contre le fait que ça fait voilà, plusieurs, comme je le disais, peut-être 150 ans que des scientifiques ont déjà bien établi le phénomène du réchauffement climatique. Et on sait qu'il y a notamment des lobbies du pétrole, par exemple, qui ont payé des cabinets de conseil pour semer délibérément le doute concernant le changement climatique. En fait, c'est le même, je reviens à mon exemple du tabac tout à l'heure, euh, les mêmes, en fait, quand la dangerosité du tabac a été découverte dans les années 40, 50, des cabinets de conseil ont été embauchés par les grands cigarettiers, ceux qui produisaient les cigarettes aux États-Unis, ils ont réfléchi à leur business model était menacé parce que évidemment ils fabriquaient des cigarettes, ils vendaient du tabac et d'un seul coup des médecins alertaient l'opinion pour dire attention il y a un vrai danger, le tabac est dangereux. Et ben, les cigarettiers, ils se sont retrouvés dans une situation où ils risquaient de perdre leur business, du coup de perdre leur emploi, voilà, etc. Et ils ont donc fait appel à des cabinets de conseil de communication pour dire comment on peut faire face à ce problème. Et ces cabinets de conseil leur ont dit, bah, écoutez, on ne peut pas dire clairement que la science se trompe complètement sur ce sujet parce qu'on ne va pas gagner cette bataille-là. Mais par contre, on peut semer le doute. Il y a des documentaires et des bouquins sur le sujet qui documentent tout ça. Il y a notamment un livre que je peux recommander et un documentaire qui s'appelle Les Marchands de doute, qui montre toute l'histoire de ce qui s'est passé entre l'industrie du tabac et ces agences de communication. Mhm. Et en fait, quand dans les années, à la fin des années 80, 1980, quand le phénomène du réchauffement climatique est devenu de plus en plus apparent et clair, les industriels de grosses sociétés, notamment américaines de pétrole, ont voulu réagir et en fait ont utilisé les mêmes agences de communication qui avaient déjà aidé les cigarettiers pour semer le doute sur la dangerosité du tabac. Et ils ont payé des centaines et des millions de dollars d'aide, enfin pour ces agences de communication plutôt, pour que ces agences de communication sèment le doute dans l'opinion délibérément. Et c'est Mhm. très bien documenté. Il y a des, voilà, il y a des documentaires là-dessus aussi. Donc, il y a beaucoup de gens que cette campagne de désinformation volontaire de la part de ces industriels du pétrole, etc., euh, que ça met en colère des militants qui ont à cœur de défendre l'avenir en fait de leurs enfants aussi ou de défendre la cause des plus pauvres pour permettre justement, enfin donc qui sont un peu en colère contre ce processus et qui veulent trouver des solutions pour empêcher que ceux qui sèment délibérément le doute, et je ne dis pas que c'est le cas de tous ceux qui sont climato-sceptiques ou qui ne croient pas ou qui ne savent pas, hein. Il y a beaucoup de personnes qui authentiquement ne savent pas. Et ce n'est pas du tout de cela dont il est question. Il s'agit de ceux qui sèment délibérément le doute. Et donc, il y a un certain nombre de personnes, alors peut-être donc les députés que vous mentionnez, ce projet de loi que tu mentionnes, peut-être qu'il émane d'un groupe de personnes que je ne connais pas, mais qui est dans cet état d'esprit-là, et qui se disent, ben, il n'est pas juste que des médias continuent à offrir le même temps de parole à des gens qui disent des choses qui sont dangereuses en fait pour la santé publique en fait. Hein. C'est comme si aujourd'hui des gens voulaient aller sur les plateaux de télévision pour dire le tabac n'est pas dangereux. C'est un peu le même dilemme en fait. Et Mhm. d'ailleurs, je ne sais pas aujourd'hui s'il n'existe pas des lois. Je me pose la question, je n'ai pas fait de recherche spécifique, peut-être tu sais la réponse, David. Je ne sais pas s'il n'existe pas des lois qui interdisent à des gens d'aller sur les plateaux de télévision pour dire le tabac n'est pas dangereux à la santé, par exemple.
Mmh. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est ce même dilemme. C'est pas une volonté, je crois, vraiment de censurer. Enfin, en tout cas, peut-être il y en a qui sont extrémistes, mais c'est pas la volonté de censurer la parole, c'est plutôt une volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas des choses qui soient dangereuses pour la santé publique, en l'occurrence de la planète, et de nos enfants, etc. Mais voilà, de faire en sorte que qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit raconté en fait sur les plateaux de télévision ou dans les médias. Mmh. D'accord. Pourtant, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des questions, notamment Mhm. parmi les auditeurs de cette chaîne. Nous avons plusieurs personnes bah, c'est très intéressant parce qu'on a des personnes qui partagent les 2 avis très différents et très Mhm. opposés. Et comme je le rappelle, cette chaîne n'a pas pour objet de dire, qui, et quelle version est la bonne, mais de permettre à ceux qui, ont une parole légitime de pouvoir l'exprimer. Et c'est pour Mhm. ça que je t'ai invité aujourd'hui. Mais est-ce que du coup, hem, Et c'est pour ça que tu es j'ai quand même accepté. oui, et est-ce que tu serais d'accord de répondre à quelques-unes des questions d'auditeurs qui m'ont envoyé? J'ai un papier là, avec lequel j'ai quelques questions. Est-ce que tu serais d'accord qu'on en prenne quelques-unes pour les aborder ensemble? Alors oui, je peux essayer d'y répondre, mais comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui on pourrait poser cette question, dans la mesure où moi, la seule chose que je fais, c'est de restituer ce que je comprends je dirais, du consensus scientifique sur la question du climat. Je ne suis pas Oui, moi-même spécialiste du climat, même si j'ai écrit quelques articles scientifiques sur le sujet aussi, mais plutôt en tant qu'historien. oui, Euh, mais donc, je peux essayer. Alors, il y a aussi ce qu'il faut voir, comme je disais, un des problèmes souvent des questions qui apparaissent sur les sites. Alors, encore une fois, il n'y a aucun problème de se poser des questions. C'est tout à fait légitime et je dirais d'être sceptique par rapport même à un consensus scientifique. Ça se comprend tout à fait. Je dirais, pour prendre un autre exemple, nous, en tant que chrétiens, on a l'habitude aussi que ben, parfois, c'est pas la majorité qui a raison. C'est pas parce qu'il y a 400 prophètes de Baal qui vont dire que Baal est Dieu que c'est pas Élie qui a raison tout seul contre tous. Et mhm, en fait, on a un peu cette habitude, puis on a l'habitude aussi, je dirais, en tant que chrétien, d'être peut-être parfois aussi malmenés par les médias. Il y a qui comprennent pas souvent ou parfois qui sont hostiles sur des tas de sujets de société aussi. Donc je dirais il est assez normal d'être sceptique, de se poser des questions. Tout ça, il n'y a pas de problème. Après, le, un des sujets, c'est quand, si tu me poses des questions, je ne sais pas quelles questions tu vas me poser, mais si tu me poses des questions très techniques sur des points très précis, ben, je te dirais peut-être très simplement, je n'en sais rien. il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne veut pas dire que, toi, c'est toujours la même chose. Euh, je dirais, moi, j'ai une formation d'historien, donc quand je parle d'histoire, quand c'est un sujet que je connais, je sais à peu près de quoi je parle en général. Euh, mais ça n'empêche pas que si toi, qui n'es pas historien, autant que je sache, de formation, si tu vas faire une conférence qui parle de Napoléon, par exemple, et que tu dis que Napoléon a vécu à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et qu'il est mort en 1815 à Sainte-Hélène, tu vois, personne ne va te le reprocher parce que tous les historiens sont d'accord avec ça. Alors peut-être qu'il y a un ou deux historiens qui n'est pas d'accord avec ça et ils peuvent en discuter avec d'autres historiens pour se mettre d'accord. Voilà. Mais Hmm. si toi, par exemple, tu faisais une conférence en disant ah ben non, en fait, toi, en tant que non-historien, parce que tu n'as pas fait des études d'histoire autant que je sache, si tu allais faire une conférence en disant bah, en fait, Napoléon a vécu du temps de Jules César et d'ailleurs c'est lui qui a tué Jules César, bah là, les gens, ils vont te dire, voilà, ils vont te regarder un peu de travers et ils vont te dire, tu n'as pas la légitimité pour dire ça. Donc, Ouais. c'est souvent ça le sujet. Si tu veux discuter du fond de la science, on pourrait te proposer éventuellement des scientifiques du climat on est en train de faire traduire le livre, par exemple, d'une scientifique américaine, évangélique américaine, qui s'appelle Catherine Hayhoe, qui est, elle, qui a toute l'autorité et la légitimité pour parler des questions de science.
parce qu'elle est scientifique du climat, elle a fait un doctorat en climatologie, etc. Et donc, on est en train de faire traduire son livre qui va paraître en français prochainement. Enfin, quand je dis prochainement, ça va prendre encore un petit peu de temps. Voilà. Mais donc voilà. Donc, je volontiers pour essayer de répondre à tes questions du mieux que je peux. Et Hmm, puis, mais parfois, je vais botter en touche, mais ça ne veut pas dire que. pas de problème. Voilà. T'es pas obligé d'avoir réponse à tout. C'est clair. C'est clair. Mais d'ailleurs, je pense, enfin, il y a une ou deux questions techniques, mais après, il y a par exemple, la première question que m'a envoyé, je l'ai notée là. Euh, tu es tout à fait la personne pour y répondre en tant que directeur d'Arocha, enfin, directeur d'Arocha France, puisque la personne me dit, dans ton interview, tu as demandé à Furfaré s'il avait des conflits d'intérêts. Mais Mhm. est-ce que Arocha, qui est financé par l'Union européenne pour justement défendre les théories autour du CO2, n'est pas là dans un conflit d'intérêts? Alors, effectivement, ça, je peux répondre. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du climat pour répondre à cette question. C'est une bonne question. Effectivement, donc juste pour préciser, effectivement, on avait en fait, je dois parler au passé parce que malheureusement pour nous, ça s'est terminé depuis 2 mois maintenant. On avait un financement européen, effectivement, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme LIFE. Et donc, pour expliquer comment ça se passe, ces programmes-là, c'est l'Union européenne qui a donc un projet qui s'appelle donc le Green Deal, donc qui existe depuis 3 ou 4 ans, d'ailleurs qui n'est pas très bien en point actuellement parce que je crois qu'il y a pas mal d'opposition à ce projet de différents partis au sein de l'Union européenne, mais ça je referme la parenthèse. Et dans le cadre de ce projet, l'Union européenne a dit, nous, on cherche en fait, donc le but de ce Green Deal, c'est de permettre d'engager l'Europe dans une transition euh, pour sortir des énergies fossiles. C'est-à-dire, il y a un double but en fait, un premier but qui est de lutter contre le changement climatique. Donc, on en a parlé parce que le fait de brûler des énergies fossiles, donc du gaz, du pétrole et du charbon, ça amène, ça crée donc ça produit de l'énergie, enfin, ça produit du mouvement, de la chaleur, etc. Ça rend des tas de services très utiles. Mais en brûlant le pétrole, le gaz, le charbon, ça crée donc du CO2, une réaction chimique, qui fait qu'il y a donc, si vous voulez, la couche d'atmosphère qui entoure la planète, c'est comme si c'était une couverture on rajoute un peu des couches, en rajoutant plus de CO2 dans l'atmosphère ou d'autres gaz à effet de serre, il y a du méthane, il y a d'autres gaz, eh bien, c'est comme si on était dans un lit et qu'on rajoutait petit à petit de plus en plus de couverture, hein. Donc, on a de plus en plus chaud. Bon. Donc, premier objectif du Green Deal, c'est de diminuer la production de CO2 pour permettre de réduire le processus du réchauffement climatique au niveau de l'Europe. Et puis, deuxième objectif du Green Deal, c'est de réduire aussi la dépendance aux énergies fossiles. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le changement climatique, en fait, il y a un double problème qui se rejoint. C'est-à-dire que quand on brûle du gaz, du charbon, du pétrole, on a de l'énergie qui est produite, etc. Donc, ça produit des tas d'effets positifs, bien sûr. Pas que positifs, mais aussi positifs. Et puis, donc, ça augmente le changement climatique, mais ça fait aussi que l'Europe est très dépendante vis-à-vis de pays qui doivent nous fournir du pétrole, du gaz, du charbon. Et moi, je suis né en 1976. Et quand j'étais tout petit, même avant que je sois né, mais aussi après, il y a eu ce qu'on appelle les chocs pétroliers, qui fait que d'un seul coup, l'Europe s'est rendue compte qu'elle était extrêmement dépendante vis-à-vis du pétrole, du Moyen-Orient en l'occurrence. Et ça a été un gros coup de panique en Europe, et pas qu'en Europe, un peu dans le monde entier, dans le monde, aux États-Unis, etc. Parce que d'un seul coup, on s'est dit, oulala, mais on est extrêmement dépendant en fait de pays étrangers qui ne partagent pas toujours d'ailleurs nos valeurs ni de démocratie, ni nos valeurs chrétiennes, par exemple, hein. Du coup, on s'est rendu compte que des pays pouvaient faire pression sur l'Europe, par exemple. Donc, ça a commencé avec la crise de la guerre du Yom Kippour, il y a 50 ans, exactement, hein. On a beaucoup parlé des attentats récents là, du Hamas en Israël. Mais il y a 50 ans, il y a eu une attaque similaire. Et quand Israël s'est défendu, en fait, les pays
producteurs de pétrole, et donc l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe Persique, ont décidé de couper le robinet de pétrole pour l'Europe pour faire pression sur le conflit israélo-palestinien. Et en fait, donc il y a eu un contre-choc pétrolier, donc il y a eu un gros coup de stress, et puis les choses progressivement, on a diversifié notre approvisionnement en pétrole, etc. Et les choses se sont un peu calmées, et on a un peu voulu oublier le problème. Mais en fait, ce problème, il est toujours bien présent. Et on l'a revu là dans le cas de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine il y a 2 ans, où de nouveau, on s'est rendu compte qu'on était extrêmement dépendant, en l'occurrence, c'était surtout pour le gaz naturel vis-à-vis de la Russie. Et là encore, la Russie s'est servie du gaz pour, d'une part, limiter les sanctions de l'Union européenne contre la Russie et faire en sorte que l'Europe soit un petit peu pieds et poings liés par ce problème d'approvisionnement en gaz naturel. Alors, tout ça pour dire quoi? L'Europe a décidé, on peut être d'accord ou pas, hein, de s'engager dans une décarbonation de la société, c'est-à-dire essayer de minimiser au maximum l'utilisation des énergies fossiles pour permettre justement de pas être, d'une part, d'émettre moins de gaz à effet de serre contre le réchauffement climatique, et puis d'être moins dépendant vis-à-vis de puissances étrangères, économiquement aussi, qui font qu'il y a plein de capitaux qui partent de l'Europe, etc. Bon. Alors, nous, il se trouve qu'en tant qu'association Arocha, association de protection de l'environnement, on veut aussi, on a les mêmes souhaits en fait, parce qu'on croit que pour sauvegarder la création que Dieu nous a confiée, il faut être des bons intendants et que ça implique aussi de faire attention au climat et ça implique aussi de faire attention aux ressources précieuses que Dieu nous a confiées, comme le pétrole, le gaz, le charbon, et que le moins on en utilise et que plus on en laisse à nos enfants, eh ben, mieux c'est. Et donc, finalement, il y a une convergence entre l'Union européenne et nos objectifs sur ce sujet. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ans, il y a eu un appel à projet. Donc, l'Union européenne a dit, ben, écoutez, les associations qui veulent nous aider à atteindre nos objectifs de décarboner la société, envoyez-nous un projet et on vous financera éventuellement si votre projet est bon. Donc nous, on a proposé à l'Union européenne des objectifs qui correspondaient totalement à ce que nous, on voulait faire de toute façon. Ce n'est pas du tout l'Union européenne qui nous a imposé ces objectifs. Et nous, en gros, ce qu'on a dit, c'est que on a la spécificité d'une association chrétienne. On a été très clair sur le fait que on est une association chrétienne, qu'on travaille avec des chrétiens, et que justement, notre rôle spécifique, c'est d'aller parler avec les chrétiens de ces sujets d'écologie, de les encourager à réfléchir à l'impact que notre mode de vie a sur notre environnement, sur la planète, sur notre voisinage, et du coup, de décarboner aussi leur vie. Parce que on est convaincu, nous, à Arocha, que d'une part, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour nous. Je peux donner des tas d'exemples. Quand on décide de marcher plus et ou de prendre plus son vélo. Par exemple, on va lancer une campagne sur la mobilité là, le mois prochain. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller sur le site d'Arocha et vous inscrire à la newsletter et vous pouvez recevoir des nouvelles. Donc, on va inciter tous les gens qui nous suivent à prendre plus le vélo, à marcher plus, etc., en montrant tous les avantages qu'il y a, pas seulement pour euh, l'aspect climat, parce que d'une certaine façon, s'il y a des auditeurs ici qui ne sont pas convaincus par le fait qu'il y a vraiment un réchauffement climatique qui est d'origine humaine, je dirais peu importe. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre que de toute façon, c'est dans notre intérêt de réduire notre consommation de gaz à effet de serre, donc de réduire notre consommation d'énergie, parce que ça a des tas d'effets bénéfiques. Donc, je prends l'exemple de la mobilité. Euh, on est tous victimes collectivement, alors peut-être qu'il y a des exceptions, mais de la sédentarité trop, trop importante. On ne bouge pas assez. Donc, marcher plutôt que prendre sa voiture, c'est bon à la santé, c'est bon à la santé mentale aussi, parce qu'on sait que d'aller se promener dans la nature, c'est très bon à la santé. C'est bon pour le lien social avec les voisins, parce que on passe notre vie sur des écrans. Alors, c'est un peu cet exemple, parce que là, on est justement en train de faire de l'écran aussi, mais c'est pour la bonne cause. Donc, on sait aussi que les interactions sociales sont en chute libre à cause des téléphones portables, etc. Et si vous faites l'expérience
de marcher pour aller acheter votre baguette de pain plutôt que de prendre la voiture, si c'est possible, hein, c'est pas possible pour tout le monde, mais on se rend compte que les interactions sociales sont aussi démultipliées. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des tas de bonnes raisons pour limiter sa consommation d'énergie, des tas de bonnes raisons santé humaine, santé psychique, même, je dirais, de santé spirituelle. On peut prier en marchant. On peut prier aussi en conduisant, mais c'est plus difficile de se concentrer. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, je... donc voilà, par rapport au financement de l'Union européenne, puisque je reviens à cette question, c'est en aucun cas l'Union européenne qui a imposé les thèmes sur lesquels on travaillait. On a dit on va faire ça, 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 et eux, ils ont juste dit OK, on vous donne de l'argent parce que ça correspond suffisamment à nos critères. Voilà. Et Mhm. donc, alors effectivement, euh, comme tout financement, il peut y avoir des contraintes, mais je dirais, chacun, de toute façon, n'importe quelle source de financement, que ça soit si on- on va demander de l'argent à des gens pour nous soutenir dans nos actions, eh ben, on va aussi être d'une certaine façon redevable aux gens qui nous donnent de l'argent. Si on a, je sais que tu as une entreprise aussi, David, ben, si tu vas vendre des objets, ben, tu es aussi obligé de t'adapter d'une certaine façon aux gens qui vont être tes clients. Donc, voilà, ça fait partie de la vie. Voilà. Et donc, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de de la question de l'internaute, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un conflit d'intérêts. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une convergence d'intérêts qui va dans la même direction sur cet objet précis. Question suivante. Euh, Est-ce que l'écologie, dans son sens large, ne serait pas parfois aussi victime de ce qu'on pourrait appeler ces faux prophètes, c'est-à-dire des personnes qui, parce qu'elles sont médiatisées, ont accès à un micro et vont annoncer des choses catastrophiques qui finalement n'auront pas lieu. Par exemple, Al Gore qui annonçait au début des années 2000, et pour les 10 années suivantes, à la fin de la neige en haut du Kilimandjaro, de la glace au pôle Nord et Manhattan recouverte par les eaux. Ou bien Greta Thunberg qui annonçait en 2018: le changement climatique anéantira toute l'humanité si nous n'arrêtons pas d'utiliser les combustibles fossiles au cours des 5 prochaines années. Et ou bien en 1988, on nous annonçait que les Maldives seraient recouvertes par les eaux en 1998. Et l'auditeur ajoute: si vous n'avez pas peur de prendre votre si vous n'avez pas peur pour votre quota carbone, vous pourrez toujours y aller en vacances dans les mois qui viennent. Les Maldives ne sont pas sous les eaux. Comme dit l'adage, tout ce qui est excessif est insignifiant. Est-ce que ces personnes ne font pas contre-emploi dans le combat que vous menez? Alors, je crois il y a deux questions un peu différentes. D'abord, il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète, et puis il y a après la question je dirais, de l'utilisation, enfin, est-ce que ça nuit à la cause, entre guillemets, qui est celle d'Arocha, de prendre soin de la création de Dieu, par exemple, les discours de ces militants ou de ce que tu appelles, ou ton auditeur, des faux prophètes. Alors d'abord, c'est intéressant de s'attarder sur le cas de qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète. Euh, les faux prophètes, je prends un exemple dans la Bible que j'aime bien, qui est l'exemple de Michée, fils de Jimla, qui n'est pas l'auteur du livre de Michée, mais qui est l'auteur enfin, qui est un prophète qui est cité dans le troisième livre des Rois au chapitre 22. Euh, et non, c'est pas le troisième livre des Rois. Désolé. Enfin bref, dans le deuxième livre des Rois, je pense, au chapitre 22. Voilà. Euh, c'est un prophète. Donc, c'est intéressant de relire l'histoire. Peut-être ça va être un peu trop long maintenant, mais en gros, le roi d'Israël et le roi de Juda se réunissent pour un banquet. Ils sont un petit peu ivres et ils disent, tiens, et si on allait conquérir une ville qu'on devrait reprendre, qui nous ont été pris par nos ennemis. Et le roi d'Israël, qui est éloigné de Dieu, qui fait n'importe quoi, dit dit bah, allons-y, allons faire cette conquête. Et le roi de Juda, qui est resté plus fidèle à l'Éternel, dit, mais ça serait bien d'interroger des prophètes, pour savoir ce qu'ils en pensent. Et donc,
ils font venir des prophètes de cour qui viennent et disent allez-y, tout va bien aller, aucun souci à se faire, vous allez conquérir sans problème cette cité, allez-y, vous avez la bénédiction de Dieu, etc. Et puis, le roi de Juda se dit j'aimerais bien quand même qu'on fasse venir un prophète de l'Éternel, parce qu'il n'est pas précisé de qui exactement ces premiers prophètes sont. Et là, le roi d'Israël répond, ben, il y a un prophète qui s'appelle Michée, mais chaque fois que je le fais venir, donc Michée, fils de Jimla, chaque fois que je le fais venir, il me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre, qui sont négatives contre moi. Il n'arrête pas de me prédire et de me dire des choses négatives. Et ils vont chercher ce prophète quand même, qui est, et ils lui disent, écoute, tu as intérêt de dire des choses positives parce que le roi veut entendre des choses positives. Donc on le menace, les émissaires du roi le menacent, et il arrive devant le roi, et dans un premier temps, il fait semblant, il est un peu ironique, il dit, bah oui, oui, vas-y, il n'y a aucun souci, tu peux y aller, tu vas conquérir cette ville, il n'y a aucun souci. Mais le roi d'Israël, qui le connaît et qui sait qu'il est, comprend qu'il est ironique, il lui dit, écoute, dis-moi la vérité. Et là, le prophète lui dit, bah, écoute, tu vas aller conquérir cette ville et tu vas mourir. Voilà. Et effectivement, le récit continue. Alors, il est jeté en prison, et puis le roi va au combat et il est effectivement tué. Donc, dans cette histoire, les faux prophètes sont pas toujours ce qu'on croit. C'est-à-dire que euh, il y a une espèce de constante dans la Bible que souvent les prophètes annoncent des choses difficiles que personne ne veut entendre et qui fait que souvent ils sont persécutés, mis à mort et qu'ils sont y compris par les autorités religieuses de leur temps. Donc aujourd'hui, si on regarde qui annonce des choses faciles et qui annonce des choses pas faciles, ben, je dirais que il y a un certain nombre de scientifiques, notamment chrétiens, évangéliques. Il faut savoir que, par exemple, le premier président du groupe du GIEC, hein, donc le groupe de scientifiques qui étudie l'évolution du climat, c'était un chrétien évangélique très convaincu qui s'appelait John Houghton, qui venait du Pays de Galles, hein, Houghton. Et ce chrétien très convaincu, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs à un séminaire à Cambridge en 2006, qui était vraiment quelqu'un pour qui la foi chrétienne était vraiment très très importante, et ben, il a eu à cœur pendant toute sa vie de d'alerter le monde face aux défis du changement climatique. Et il a eu l'impression de ne pas être écouté du tout. Et moi, je pense que c'est pas impossible que de la même façon que beaucoup de prophètes dans la Bible ont été persécutés et qu'ils n'ont pas été écoutés et qu'ils ont dit des choses que personne n'avait envie d'entendre, eh bien, de la même manière, je ne serais pas étonné qu'un certain nombre de scientifiques chrétiens qui aujourd'hui alertent sur le problème du changement climatique, dans quelques générations, peut-être même avant, peut-être, ils seront considérés comme des prophètes aujourd'hui qui n'ont pas été écoutés. Euh, donc, la question de qui est faux prophète dans cette affaire, on peut se poser la question. Et pour moi, elle n'est pas évidente, la réponse. Même je dirais que j'aurais plutôt tendance à penser que, effectivement, c'est ces scientifiques chrétiens qui alertent sur le changement climatique qui sont aujourd'hui les prophètes qu'on ne veut pas écouter dans notre monde. Et je peux témoigner que de nombreuses reprises, moi, en tant que directeur de l'association Arusha, on m'a invité à venir faire des interventions dans les églises, mais on me dit, écoute, il faut que tu aies un discours positif parce que les gens ont envie d'entendre des choses positives. Ce que je comprends, hein, je comprends qu'en tant que pasteur, on n'a pas envie d'inviter quelqu'un qui va venir dire des choses qui ne vont pas faire plaisir à l'auditoire. Je comprends aussi le souci des pasteurs de vouloir encourager et donner de l'espérance aux gens.
Et bien sûr, il faut que le discours des chrétiens sur le sujet de l'écologie soit aussi rempli de notre espérance en Jésus-Christ. Et c'est pas parce que on est vraiment conscient de la gravité du problème que on désespère, hein. Au contraire, je veux dire, euh, on sait, si je prends une métaphore, on sait qu'on est face à une maladie grave, peut-être une maladie équivalente à un cancer, peut-être un cancer généralisé, même avec vraiment des sujets très lourd, mais ça ne doit pas, évidemment, noyer notre espérance en Jésus-Christ. Donc, pour revenir aux exemples que tu as donnés, euh, il est tout à fait possible euh, qu'un certain nombre de personnes qui cherchent, je crois vraiment, c'est ma conviction, pour des motifs légitimes à alerter sur les défis qui sont devant nous en termes de réchauffement climatique, il est tout à fait possible que certains de ces personnes aient été amenés dans un souci de faire comprendre la gravité du problème, à peut-être aller un peu trop loin dans leurs estimations des dangers. Tu as cité par exemple le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, que j'ai regardé. Je sais que il a été effectivement accusé d'avoir exagéré sur certains points, mais globalement, le film a été reconnu comme étant tout à fait pertinent dans le sens où, qui comme tu le sais, puisque tu fais toi-même un travail de vulgarisateur, c'est-à-dire d'essayer d'atteindre un public plus large, on est parfois obligé d'essayer de simplifier, de faire comprendre des processus assez complexes. On peut se tromper, tout à fait, moi le premier. Je ne crois pas qu'il y ait du tout de la part de Al Gore, je ne le connais pas personnellement évidemment, de volonté délibérée de semer le, de semer des mauvaises informations. Le fait est que, par exemple, sur Manhattan, puisque effectivement, je me rappelle cette image d'inondation de Manhattan. Bah, il faut dire que il y a eu plusieurs épisodes récemment, et je vivais aux États-Unis quand il y en a eu un en 2012 avec un ouragan qui a inondé l'endroit même où Al Gore d'ailleurs avait prédit qu'il y aurait des inondations au World Trade Center, par exemple. Donc effectivement, le World Trade Center s'est retrouvé sous les eaux. Il y a eu plusieurs plusieurs autres épisodes où Manhattan a été enseveli sous l'eau. Et pareil pour Greta Thunberg, par exemple, quand tu dis que tu dis je me rappelle plus précisément ce que tu dis, mais qu'elle a dit que d'ici, si on, peut-être tu peux me relire la Oui, je peux citation. te redire. Alors, donc, l'auditrice avait récupéré cette citation de Greta qui annonçait en 2018 que en- le changement climatique anéantira toute l'humanité si nous n'arrêtons pas d'utiliser les combustibles fossiles au cours des 5 prochaines années. Donc, Mhm. elle donnait 5 ans d'espérance de vie à l'humanité à ce moment-là dans son tweet. Alors, c'est pas tout à fait moi la façon dont je comprends cette phrase. Si je prends un exemple dans la Bible, quand Dieu, dans le jardin d'Éden, dit à l'homme et à la femme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras, il ne dit pas que au moment où elle va manger la- le fruit de l'arbre de la connaissance, elle va mourir immédiatement, mais simplement qu'elle va rentrer dans un processus qui va amener ultimement à sa mort. Et c'est exactement pour moi la façon dont je comprends cette phrase de Greta Thunberg, c'est-à-dire que si on continue comme ça pendant encore 5 ans, on va vers un anéantissement de la planète, enfin en tout cas de l'humanité. Mais elle dit pas, enfin moi la façon dont je comprends cette phrase, c'est pas ça va se produire dans 5 ans, c'est que si on ne s'arrête pas d'ici 5 ans, on risque d'être sur un. Enfin, elle dit on est sur un processus qui va conduire à des conséquences très sérieuses. Donc, moi, je ne dirais pas forcément les choses là, mais je crois il faut pas mal comprendre cette phrase. Les conséquences ne sont pas dites comme étant immédiates, mais c'est un processus qui est à long terme et qui continue à se dégrader progressivement. Euh, voilà. Donc, voilà pour répondre à tes questions. Euh,
enfin, en tout cas, j'espère avoir répondu en disant que, alors, oui, il y avait la deuxième partie de la question, désolé, sur est-ce que ces personnes nuisent ou pas à la cause que nous défendons, qui est la cause de la sauvegarde de la création. Alors ça, c'est une autre question. Je dirais d'une certaine façon, d'une part, j'y peux rien dans le sens où chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et donc, c'est pas trop mon sujet de savoir si je suis forcément d'accord avec tout ce que dit Greta Thunberg ou Al Gore. Moi, j'essaie de mon côté, d'œuvrer pour essayer d'alerter les chrétiens sur ces sujets. Euh, j'utiliserai pas forcément les mêmes, personnellement, par exemple, je pense que c'est une erreur de dire s'il y a plus que 3 ans pour changer d'itinéraire, etc. Parce que je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est pas une bonne idée. Euh, mais voilà, mais après tout, je veux dire, enfin, mais la question de savoir est-ce que c'est contre-productif pour le mouvement écologiste ou pas, je dirais, ne me préoccupe pas tellement. C'est pas vraiment mon sujet. Et en plus, c'est assez complexe parce qu'il faut voir sur le long terme. On pourra en reparler dans 50 ans, peut-être en disant, ben, est-ce qu'ils avaient raison? Le mouvement écologiste est accusé de un peu de tout et de son contraire. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que les écologistes, et je ne suis pas en train de dire que les écologistes sont sans reproche, hein, les écologistes, comme tout être humain, de toute façon, on ne peut pas mettre tous les écologistes dans le même sac, mais on accuse les écologistes d'être trop père fouettard, écologie punitive, etc., etc. Et puis en même temps, on peut aussi les accuser de l'inverse, d'être pas suffisamment, euh, comment je pourrais dire, de pas suffisamment ou d'être extrémiste dans leurs propos, etc. Donc, je pense que c'est la responsabilité de chacun de se faire une opinion sur cette question de l'écologie. Euh, et ça peut avoir un effet positif quand des personnes comme Al Gore ou Greta Thunberg peuvent aider à prendre conscience de la gravité des enjeux. Et en même temps, il est tout à fait euh, clair que Greta Thunberg ou Al Gore irritent un certain nombre de personnes. Euh, voilà, mais c'est pas parce que euh, des personnes nous irritent qu'elles ne nous font pas forcément progresser. Je te remercie. La prochaine question, elle est de moi. Euh, j'ai vu passer sur, comme tu le sais, je suis un petit peu dans les réseaux, donc je vois un petit peu ce qui se passe. Et j'ai vu fleurir deux expressions qui m'ont personnellement un petit peu surpris, au minimum. C'est la notion de péché écologique et celle de conversion écologique. Alors, je ne sais pas si Arocha fait partie de ceux qui utilisent ces termes-là, mais est-ce que ce mélange des genres entre la religion et l'écologie, ça serait pas au minimum maladroit? Alors, moi, il m'est arrivé d'utiliser ces expressions, je pense. Euh, Quand on parle de péché sexuel, on ne mélange pas la sexualité et la religion. C'est pas tout à fait de ça dont il est question. Pour moi, l'étymologie du mot péché, c'est étymologiquement, d'après ce que je sais, même si j'ai jamais fait ni de grec ni en l'occurrence d'hébreu, ça veut dire rater la cible. Donc pour moi, un péché écologique, ça veut simplement dire que si on admet que euh, pour répondre au commandement de Dieu de l'aimer lui, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme soi-même, si on admet que ces deux euh, commandements impliquent, je pourrais expliquer pourquoi, mais pour moi c'est une évidence que ça implique que du coup on doive respecter la création de Dieu, hein, parce que si on ne respecte pas la création de Dieu, euh, c'est un petit peu comme si je disais bah, j'aime bien des peintures de Rembrandt et puis qu'en fait je vais donner des coups de cutter dans les tableaux de Rembrandt au musée. Ça serait un peu difficile de dire bah, parce que pour moi la création de Dieu ça reflète la bonté, la beauté de Dieu et Dieu a dit que c'était très bon.
que c'était bon, que c'était très bon. Il y a beaucoup d'expressions. On sait que Dieu aime sa création. Donc pour moi, respecter la création, c'est une façon d'aimer Dieu. Et je dirais, on ne peut pas aimer Dieu et ne pas respecter la création. J'irai jusque-là. Et bah, même si on est tous pécheurs, hein, moi le premier. Donc, et en même temps, aimer son prochain comme soi-même implique aussi euh, de respecter la création parce qu'on sait que ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables, qui sont les premiers impactés par la pollution, le changement climatique, le froid, le chaud, enfin toutes les calamités écologiques qui tombent sur la planète, c'est souvent les plus pauvres, les plus vulnérables qui en pâtissent. Donc pareil, pour mettre en application le commandement de Dieu d'aimer son prochain, pour moi, ça implique de prendre soin de la création. On a d'ailleurs lancé une campagne avec le CEL, le service entraide liaison, CEL France, sur ce thème-là récemment, donc qui est de dire que aimer les plus pauvres, c'est aussi aimer la création, et aimer la création, c'est aussi aimer les plus pauvres. Donc tout ça pour dire que si on part du principe que pour respecter ces commandements, pour être un bon chrétien, il faut être respectueux de la création de Dieu, eh bien, on peut avoir un péché écologique dans le sens où si on rate la cible et que, en fait, en ayant un comportement qui va détruire la création, qui va contribuer à, disons, détruire la création, c'est un peu exagéré, mais on va faire des choses qui vont nuire à l'environnement autour de nous, qui va nuire à la création de Dieu, eh ben, on peut dire qu'on a raté, d'une certaine façon, le plan de Dieu dans notre vie qui serait de prendre soin de cette création, et que donc ça ne me choque pas de dire que bah, si aujourd'hui je fais quelque chose, si je mets le feu à la forêt à côté de chez moi, même par erreur, hein, et que ça brûle 600 hectares de forêt, ben, je peux dire que enfin, je n'ai pas de difficulté à dire que j'aurais fait un péché écologique, que j'aurais contribué à tuer des tas d'animaux et des écosystèmes, etc. Voilà. Si je peux donner mon témoignage personnel, d'ailleurs, c'est de dire que euh, à un moment donné de ma vie, j'ai déjà donné ce témoignage à plusieurs autres occasions, donc j'espère que les auditeurs ne l'entendront pas pour la 10e fois, mais euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je me suis fait baptiser, j'ai été très impliqué dans l'Église et dans différents groupes de jeunesse quand j'étais adolescent. Puis à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de jeter Dieu par-dessus bord et puis de mener ma vie sans Dieu pendant un moment. Et en fait, au bout de quelques temps, au bout peut-être de voilà, plusieurs années, j'ai, je me suis rendu compte qu'il y avait dans ma vie un manque. Il me manquait euh, cette foi, cette espérance en Jésus-Christ que j'avais décidé d'abandonner, de jeter par-dessus bord. Et j'ai commencé à retourner à l'église, mais un des obstacles que j'avais, pour vraiment me réengager dans l'Église et je dirais redevenir chrétien. J'avais arrêté de me dire chrétien, je disais plus que j'étais chrétien pendant toutes ces années-là. Un des obstacles, c'était que justement, j'avais l'impression que j'étais un peu que j'avais pas vraiment besoin de Jésus-Christ, que j'étais pas vraiment pécheur, que j'avais pas vraiment, je veux dire, j'avais pas entre guillemets, j'avais pas l'impression qu'il y avait des gros péchés dans ma vie. J'avais tué personne, je volais pas, je trompais pas ma femme, etc. Donc voilà. Et j'avais l'impression finalement, mais que oui, je comprenais que des gens pouvaient avoir besoin du salut de Jésus-Christ, mais moi, je me sentais pas vraiment en besoin, je comprenais pas plus bien. Voilà. Et en fait, donc c'était en 2006, j'ai lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, que tu connais, qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui avait écrit un petit bouquin. Et en lisant ce bouquin, il faisait un rapport entre l'esclavage du passé, l'esclavage historique, les machines aujourd'hui qui travaillent, qui font tout le travail dans nos vies quotidiennes, la machine à laver, la machine à laver le linge, etc. Et il disait que aujourd'hui, ces machines, c'était ce qu'il appelait des esclaves énergétiques, c'est-à-dire c'est des machines qui font le travail à notre place, qui avant étaient faites dans les familles qui avaient beaucoup d'argent euh, ou qui étaient propriétaires d'esclaves par des esclaves ou par des serviteurs. Et en fait, je me suis rendu compte
que la façon dont je vivais aujourd'hui, parce qu'il expliquait que bah, toutes ces machines, en fait, elles ont des conséquences très problématiques pour le futur en termes de changement climatique, en termes de dépendance aux énergies fossiles dont je parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, ces machines, elles avaient un côté très négatif, en fait, et que moi, moi qui me croyais finalement très supérieur et qui n'avait pas besoin de pardon, de la même façon que peut-être un propriétaire d'esclaves au XVIIIe siècle, je me rendais compte que lui, il était vraiment pêcheur, hein, quand je suis historien. Donc, je me disais, bon, un propriétaire d'esclaves, je comprends qu'il avait besoin d'être sauvé par Jésus-Christ et de se repentir de ses péchés, mais moi, je suis quand même beaucoup mieux. Et en fait, je me suis rendu compte, au moment où je lisais ce bouquin, que, en fait, j'étais pas mieux et que peut-être mes enfants ou mes petits-enfants, ils allaient dire, en regardant la façon dont moi je vivais, en sachant très bien les conséquences de ma vie sur la dégradation de l'environnement, je me suis dit que peut-être eux, ils allaient prendre conscience, enfin se dire que moi, la façon dont je vivais, c'était pas mieux que celle que celle que la manière de vivre d'un propriétaire d'esclaves au XVIIIe siècle. Et du coup, en fait, je me suis senti d'un seul coup euh, coupable finalement de la façon dont je vivais. Je me suis rendu compte un petit peu comme ce que les anciens appellent une conviction de péché. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que moi qui me croyais peut-être moralement supérieur aux propriétaires d'esclaves du XVIIIe siècle, bah, finalement, peut-être les générations futures diraient que non, la façon dont je vivais, j'étais vraiment pas mieux qu'avant. Et d'ailleurs, c'est aussi ma lecture de la Bible qui m'a permis aussi de prendre conscience de ça, dans la mesure où Jésus lui-même dit dans l'évangile de Matthieu, il parle des pharisiens hypocrites. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas persécuté les prophètes. Et il leur dit, ben, vous allez faire la même chose. Et la preuve, c'est que quelques temps après, il crucifie Jésus. Et donc, pour moi, en fait, cette notion de péché que moi je commettais vis-à-vis, non pas de la planète, parce que la planète, c'est pas une entité vivante, mais vis-à-vis de mes frères et sœurs, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables dans d'autres pays que la France, mais aussi en France, et vis-à-vis aussi de mes enfants et des générations futures, que ce péché que moi je commettais à leur égard, eh ben, j'avais conscience, ça m'a permis de prendre conscience de ce péché et finalement de me tourner à nouveau vers Jésus-Christ en disant, je comprends pourquoi j'ai besoin de ton salut. Et d'ailleurs, c'était amusant parce qu'il y a un an ou deux, je ne sais plus, j'ai eu l'occasion de faire un débat avec Jean-Marc Jancovici. Et la première chose que je lui ai dit, et lui, il n'est pas du tout chrétien, hein, il l'a dit au cours du débat, il a dit je suis agnostique, mais je lui ai dit ben, c'est grâce à toi que je suis redevenu chrétien. C'était, voilà, ça l'a un peu amusé parce que lui, il n'avait pas conscience de tout ça. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, ça ne me gêne pas de parler de péché écologique si on comprend bien de quoi on parle. C'est-à-dire en disant, voilà, si mon comportement n'est pas respectueux de la création de Dieu, je commets un péché. En fait, le péché, il est vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de mon prochain. Il n'est pas vis-à-vis de la nature ou de je ne sais pas quoi. Donc, ça ne me pose pas de problème si on s'entend bien sur qu'est-ce que ça veut dire que ce péché écologique. Et je dirais c'est la même chose pour le terme de conversion. Ça m'est arrivé de l'utiliser euh, parce que il s'agit, le terme conversion, ça veut dire changement de cap, ça veut dire, bon, euh, ça veut dire, en gros, on se rend compte qu'il y a un problème quelque part dans notre vie et qu'on veut changer. Mes grands-parents se sont convertis en 1957, après avoir entendu une prédication, et leur vie a radicalement changé. Ben, il y a des gens aujourd'hui qui se rendent compte que leur vie a besoin de radicalement changer dans leur rapport avec l'écologie et qui peuvent en même temps, et comme je l'ai dit, moi, ça m'est arrivé aussi en même temps, qui peuvent se dire, ben, en fait, notre vie, finalement, quand on se convertit à Jésus-Christ, notre vie doit changer parce que on a cette perspective sur la vie qui change radicalement. Et pour moi, justement,
ce changement radical de vie qui est notre conversion à Jésus-Christ devrait s'accompagner aussi de changements dans différents aspects de notre vie, dont celui de l'écologie. Parce que, justement, comme je dis, pour moi, être écolo, entre guillemets, c'est être chrétien. Parce que, comme je dis, pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire que, de la même façon que on est appelé à aimer notre prochain, à aimer les autres, à annoncer l'évangile, ben, de cette même façon, pour moi, ça fait partie intégrante de la conversion chrétienne que de devenir aussi, d'avoir une conversion écologique, comme d'avoir une conversion à d'autres aspects de la vie qui doivent changer du fait que si je deviens chrétien et qu'avant je trompais ma femme toutes les semaines, ben, il va y avoir, si je veux vraiment être chrétien, ça va devoir impliquer un certain nombre de changements dans ma vie pour me mettre en, comment je pourrais dire, quel est le mot? Je cherche un mot pour mettre en règle avec Dieu dans ma vie privée. Ça implique de changer. Voilà, eh ben, c'est la même chose pour l'écologie. Et je dirais même, je fais souvent cette comparaison de dire que quand je deviens chrétien, comme quand je deviens écolo, ça implique de faire un certain nombre de renoncements à des choses qui sont coûteuses. Je donnais l'exemple de tromper ma femme, hein, de dire bah, si je deviens chrétien et que j'accepte que c'est pas une bonne chose, ni pour ma femme, ni pour moi d'ailleurs, ni pour la société de tromper ma femme, ben, il faut que j'en tire la conséquence et que j'arrête de le faire. Et ben, ça va potentiellement me coûter d'arrêter de faire cette chose. Euh, et, euh, et en même temps, euh, je sais que ultimement, pour moi, ça sera mieux, et pour ma femme, et pour la société. Donc, ce qui, voilà, c'est en fait toute la vie chrétienne est comme ça, c'est-à-dire que si je suis alcoolique et que je prends conscience que le fait de consommer trop d'alcool, ça a des effets négatifs pour moi, pour la société, pour ma famille, etc., et que je renonce à prendre de l'alcool, c'est très difficile. On sait que pour les personnes qui souffrent d'alcoolisme, bah, c'est quelque chose de très difficile, mais on sait que c'est mieux pour eux et pour l'ensemble de la société de s'en sortir. Et donc, c'est un peu la même chose. L'écologie, ça implique de faire des efforts qui vont coûter au premier abord, mais qui au final vont être bénéfiques. Les questions suivantes que j'ai euh, sont finalement assez pointues d'un point de vue scientifique. Euh, je voudrais te proposer, est-ce que tu serais d'accord de voir plutôt avec des ambassadeurs d'Arusha? Je sais que tu l'as dit tout à l'heure, vous avez plusieurs scientifiques à l'intérieur. S'ils seraient d'accord de prendre quelques minutes pour venir discuter avec moi pour répondre directement, ça permettrait d'avoir des réponses qui soient un peu plus cohérentes par rapport aux questions qui sont spécifiques et scientifiques. Est-ce que tu serais d'accord Tout à de fait, faire ça ouais, avec? tout à fait, c'est une bonne idée parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas scientifique du climat et ça sera mieux d'avoir des personnes qui sont vraiment bien calées, bien compétentes pour répondre à ces questions. Donc, je vais les contacter et leur proposer effectivement de participer à cette émission. Euh, sans pouvoir m'engager pour eux, mais je vais en tout cas les inciter à le faire. Et ce que je peux aussi signaler tout de suite, c'est que on a déjà des personnes qui ont, donc on a un réseau d'ambassadeurs, donc c'est des bénévoles qui sont un peu partout en France qui vont parler de ces sujets dans les églises, et qui participent à des événements chrétiens, etc. Et on a des ambassadeurs euh, qui ont déjà fait des interventions par Zoom, parce on a un webinaire chaque semaine, chaque mois, sur différents sujets. On a déjà des webinaires consacrés à la science du climat. Donc, si vous allez sur notre chaîne YouTube, il y a plusieurs webinaires. Donc, il y en a un notamment d'un physicien qui s'appelle Antoine Brett, qui explique bien en quoi le changement climatique, donc plutôt que finalement de poser des questions sur des sujets très précis, un petit peu comme je disais tout à l'heure, à la façon de dire, bah, on prend un exemple particulier qui est celui de Jeanne Calment qui a fumé jusqu'à 120 ans et on se dit, bah, tiens, ça veut dire que peut-être le tabac n'est pas dangereux.
de plutôt repartir de qu'est-ce que la science dit sur le climat, pour bien comprendre en quoi, donc Antoine Brett, par exemple, il a une vidéo qui, enfin, c'est un cours, en fait, une démonstration qui explique, donc il est chrétien aussi, Antoine, il explique un peu son parcours, mais il explique pourquoi ça ne peut pas être autre chose que le réchauffement climatique qui est à l'origine de ce réchauffement. Qu'est-ce que j'ai dit? Et ça ne peut pas être autre chose que l'activité humaine, en fait, qui explique le réchauffement climatique. Désolé, je suis un peu fatigué. Euh, et il explique bien méthodiquement pourquoi tous les autres candidats, que ce soit l'activité du soleil ou d'autres phénomènes qui pourraient expliquer ça, en fait, toutes ces hypothèses ont déjà été testées et je dirais malheureusement écartées. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un seul suspect, c'est plus que suspect, maintenant il est pris la main dans le sac, c'est l'être humain. J'ajoute que par rapport à la science du climat, ça fait plus de 200 ans, moi je suis historien, ça fait plus de 200 ans que des articles ont été publiés sur l'effet de serre, sur des scientifiques depuis plus de, de 150 ans expliquent que si on continue à brûler du charbon, puis après du pétrole dans l'atmosphère, que si on continue d'ajouter du carbone dans l'atmosphère, ça va conduire automatiquement à un réchauffement de la planète. Ça fait plus de 150 ans que, enfin même ça fait 200 ans, Joseph Fourier, premiers travaux il y a à peu près exactement 200 ans, puis après d'autres scientifiques. Euh, c'est quelque chose de connu depuis très longtemps. Et en fait, même à ma petite échelle de vie humaine, ça fait bientôt une vingtaine d'années que j'ai pris conscience de tous ces enjeux très sérieux et malheureusement, je dirais tout ce que je disais il y a 20 ans, progressivement est en train de se réaliser. Et comme je disais, moi, je le vis au quotidien dans l'endroit où j'habite, où on a des problèmes de sécheresse exceptionnelle. Non pas que je dise que les sécheresses n'ont pas existé dans le passé, hein. La Bible, il y a bien sûr des épisodes de sécheresse, de famine. On, on connaît bien tout ça. Mais voilà, je dirais malheureusement, les faits, depuis 20 ans que je les observe de façon de près, malheureusement, donnent raison aux scientifiques. J'aimerais qu'ils se trompent, mais malheureusement, je constate de mes yeux chaque jour que ce qu'ils disaient depuis 200 ans est en train de se réaliser sous nos yeux. Merci Jean-François d'avoir pris le temps aujourd'hui de répondre aux quelques questions de mes auditeurs et puis à la mienne pour terminer. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, je mettrai les liens vers les vidéos dont tu as parlé en description de cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve dans quelques temps puisqu'on a déjà prévu un ou deux petits enregistrements plus courts sur des sujets qui sont un peu plus dans ce que tu maîtrises. Et j'attends avec impatience que des ambassadeurs viennent aussi discuter avec nous pour d'autres émissions. Encore merci et puis à bientôt. Merci David et à bientôt.